handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie. La série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à vous, nous poursuivrons cette série de podcasts du Handipact Occitanie et nous accueillons aujourd'hui Monsieur Mehdi Jacquet, chef du service qualité de vie au travail, et Olivier Jocteur-Monrosier, directeur de la direction santé-prévention de la ville et de la métropole de Montpellier. Je vous propose dans un premier temps, Monsieur Jacquet, Monsieur Jocteur-Monrosier, de vous présenter. Très bien, donc Olivier Jocteur-Monrosier, directeur de la santé et prévention à la ville et à la métropole de Montpellier. Donc, je suis arrivé il y a 2 ans sur ce poste-là. Dans la direction santé-prévention, il y a deux services. Le service santé avec une unité maladie, une unité action et travail, maladie professionnelle et un secrétariat du comité médical, commission de réforme. Et ensuite, il y a le service dirigé par Mehdi, donc la qualité du travail, que je le laisse présenter. Bonjour à tous, Mehdi Jacquet, je suis le responsable du service qualité de vie au travail, donc au sein de la direction santé et prévention. Ce service est en charge notamment du pilotage et de l'animation de la politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels. Et pour ce faire, il est composé de 3 unités. Unité administrative et financière en charge de l'accueil des agents qui viennent voir les acteurs de santé au travail, de la partie budgétaire, la gestion budgétaire et comptable, et le secrétariat médical. Une unité ingénierie ergonomie qui est composée d'ingénieurs en prévention et d'ergonomes, en charge plutôt des questions de prévention primaire et de pilotage des démarches de prévention type document unique d'évaluation des risques professionnels. Et enfin, une unité médico-psychosociale qui, comme son nom l'indique, est composée des médecins du travail, d'infirmiers de santé au travail, des assistants sociaux du travail, psy du travail. Et enfin, on a la particularité d'assurer le pilotage de la politique handicap et maintien dans l'emploi. Et pour ce faire, nous avons en interne un conseiller maintien en emploi, qui est un équivalent d'un conseiller SAMET, mais en interne, pour ceux qui connaissent, et une chargée de mission convention avec le FIPHFP. Parfait, merci à vous deux pour cette présentation très claire. Alors, vous intervenez tous les deux au sein de la ville et de la métropole de Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ces 2 collectivités ? Oui, alors donc Montpellier, donc c'est la 7e ville de France, il y a 500 000 habitants. Et donc la métropole est composée donc de 31 communes, dont celle de Montpellier. Donc c'est une ville très dynamique et une métropole très dynamique parce qu'il y a des enjeux démographiques forts. La métropole, c'est une des métropoles où il y a le plus d'habitants, de nouveaux habitants qui intègrent la métropole. Donc ça veut dire une forte attractivité. Et cette forte attractivité, forcément, en termes de structuration, il y a un impact puisqu'on doit avoir des nouvelles structures, des nouvelles écoles, des nouvelles crèches. Chaque année, il y a une nouvelle école qui naît. Donc, voilà, ça demande du coup beaucoup d'adaptation par rapport à cette démographie forte. Donc, en tout, il y a 7000 agents pour travailler sur cette collectivité, sur ces 2 collectivités, 2500 agents métropole et 4500 environ villes. Donc, il y a de nombreuses compétences. Ça va de la police municipale aux crèches, aux écoles et à beaucoup de fonctions administratives, d'état civil, etc. Donc, on a un champ de compétences énorme entre la ville et la métropole et donc beaucoup de métiers différents, ce qui forcément, par rapport à notre sujet du handicap, a des impacts. Ok. Alors justement, aujourd'hui, les politiques handicap de la ville et de la métropole sont particulièrement imbriquées, notamment depuis l'entrée en vigueur de la dernière convention conclue avec le FIPHFP. Quelles sont les orientations stratégiques qui guident la conduite opérationnelle des actions engagées dans le cadre de la politique handicap des 2 collectivités ? Alors en fait, le projet, effectivement, il y a eu une nouvelle direction de cette convention, puisque maintenant elle est mutualisée. Mehdi y reviendra tout à l'heure. Et en fait, c'est une politique qui d'abord s'inscrit dans 2 axes forts, qui est la diversité non-discrimination et la prévention. C'est une politique qui ne peut pas s'inscrire autrement que sur ces 2 grands sujets. Et la feuille de route du mandat, donc la feuille de route des élus au handicap et au RH, a été réaffirmée sur une volonté d'intégrer le plus possible de personnes en situation de handicap et avec des handicaps variés, et avec un fort accent sur le maintien en emploi. Donc en fait,
Le maintien en emploi est aussi une porte d'entrée sur la prévention, puisque c'est la prévention de l'usure professionnelle qui fera que on pourra intégrer plus facilement des personnes en situation de handicap et on pourra les maintenir effectivement le plus longtemps possible. Donc il y a cette dimension politique forte, sachant qu'on a une volonté aussi politique de faire un pilotage transversal de cette politique handicap, c'est-à-dire que ça ne soit pas uniquement porté par une direction, notamment la direction santé et prévention, mais aussi par l'ensemble des fonctions RH. Ce qui se traduit notamment par le fait que le recrutement se fait par les fonctions recrutement au sein de la direction des ressources humaines, que la formation se fait par les acteurs de la formation, même s'il y a un pilotage stratégique au niveau de la direction santé et prévention. Donc ça, c'est très important parce que c'est ce qui fait le succès ensuite des actions et l'intégration au sein de la RH. Ensuite, il y a évidemment un portage au niveau, en termes de décentralisation, au niveau des managers. Il ne peut pas y avoir de réussite si les managers ne sont pas associés à ce sujet-là. Donc, ça veut dire à la fois en termes d'action opérationnelle, sur tout type, que ce soit des aménagements simples ou complexes, ou d'aide à l'intégration, tutorat, etc., et aussi sur tout ce qui est effectivement des actions avec les acteurs de l'unité, enfin, les acteurs pluridisciplinaires, les psychologues, les médecins du travail, en partenariat, travail partenarial très, très, très fort. Donc, c'est vraiment ça la clé du succès. Et enfin, évidemment, ça nécessite une communication avec des outils de communication dédiés pour associer les managers, des forums, des outils, et pour bien expliquer l'offre de service sur ce sujet-là. Ok, c'est très clair. Le processus de mutualisation qui était engagé entre la métropole et la ville, donc notamment la ville dispose d'un historique et un degré de maturité assez important sur les sujets du handicap. Est-ce que ça, le fait justement que la ville de Montpellier ait cette maturité et cet historique, est-ce que ça a été un accélérateur d'intégration du sujet du handicap pour la métropole? Et si oui, comment est-ce que ça s'est matérialisé? Alors effectivement, l'expérience de la première convention avec la ville qui a été initiée en 2015 jusqu'en 2018 a permis de définir et déployer, grâce notamment au financement du FIPHFP, la politique handicap de la mairie de Montpellier, en mettant en place une organisation permettant à la fois le pilotage de la convention, mais également l'accompagnement des agents en situation de handicap. Donc on a un double périmètre qui est à la fois porté sur le pilotage du dispositif, mais également sur l'accompagnement des agents. Donc, cette première convention elle a permis, avec un comité de pilotage, avec notamment l'instauration d'un comité de pilotage présidé à l'époque par le maire adjoint RH, a permis de donner les orientations et y compris de créer des postes, parce qu'on a évidemment, pour piloter ce dispositif, il a fallu que la collectivité se dote des ressources. Et pour ce faire, on a donc créé un poste d'ergonome référent handicap qui avait en charge le pilotage global du dispositif et soutenu par une chargée de mission administrative et financière de la convention avec le FIPHFP. Par ailleurs, des actions de communication institutionnelle ont été pilotées tout au long de ces 4 années de conventionnement, avec notamment la construction d'une charte dédiée au handicap au travail, ville de Montpellier, la mise en place d'actions de com, de forums, par exemple, pour tous les agents, d'actions de com dédiées aux encadrements, pour qu'il y ait une appropriation à la fois des enjeux et des actions opérationnelles portées par les cadres. Typiquement, cette convention a été une vraie réussite, puisqu'on a atteint tous les objectifs que nous étions fixés en 2014 lors de la construction de la convention. Le bilan est assez positif puisqu'on a 83% des financements initiaux qui ont été exécutés, soit près de 800 000 euros sur les 960 000 prévus initialement. En plus des recettes, la ville a dépensé près de 200 000 euros sur ses fonds propres, ce qui était quand même une nouveauté. La ville n'avait pas de dépenses sur ces questions-là, et donc elle a choisi de mettre en œuvre ces actions grâce à des financements propres, à des fonds propres. Et enfin, on va dire l'indicateur le plus objectif, c'est le taux d'emploi qui est passé de 5 à 8%. Avant la convention, nous n'avions pas les 6%. C'est une très grosse augmentation, oui. Ouais, nous sommes passés à 8%. Et aujourd'hui même, donc à 8% en 2018, et aujourd'hui, on frôle les 10%.
En 2017, il y a eu effectivement la mutualisation des fonctions RH de la ville et de la métropole. Donc en 2018, nous étions en dernière année de conventionnement, s'est posé la question de l'opportunité de repenser le dispositif en intégrant la métropole pour mutualiser la convention. Donc après une année d'études, d'évaluation d'opportunités, la question a été validée d'intégrer la métropole dans le reconventionnement. Une nouvelle convention mutualisée a donc été signée pour la période 2020 à 2022 avec de nouveaux enjeux RH et notamment l'expérience ville nous a montré que la politique handicap devait passer un cap et on a choisi de répondre à ce nouvel enjeu qui est de comment transformer notre politique handicap à une politique de maintien en emploi. Oui. Beaucoup plus globale et en réalité qui répond davantage aux enjeux RH que la simple politique handicap. Donc en 2019, pour répondre à ces objectifs, à ces enjeux, donc préalablement à la signature en 2020, on a créé un poste de conseiller maintien en emploi. Je l'ai indiqué tout à l'heure lors de la présentation du service, c'est l'équivalent d'un conseiller SAMET en interne. Nous avons donc un ergonome psychologue du travail qui assure les missions de conseiller maintien en emploi. Et nous avons revu le contour du poste de chargé de convention administratif et financier, puisqu'aujourd'hui, elle est en charge du dispositif dans sa globalité et plus seulement sur les questions administratives et financières. Donc, on a maintenant un chargé de mission convention FIP dédié qui assure le pilotage de la convention et également la coordination du plan d'action et des acteurs en charge du plan d'action, le recrutement par exemple pour ce qui concerne l'intégration, la formation, le Lab RH qui a en charge lui plutôt les accompagnements en mobilité pour raisons de santé. Et donc effectivement ce poste-là a été repensé pour redonner une impulsion encore plus transversale à la nouvelle convention. Enfin, ce qu'on peut dire d'un point de vue de la réussite ou pas, la question étant est-ce que la métropole a bénéficié de l'expérience de la ville, pour moi, c'est clairement oui, parce que la première année de conventionnement, on sait que c'est souvent une année blanche, parce que c'est une année de structuration. C'est une année aussi, nous avions connu ça en 2015, de construction des marchés publics, parce que pour dépenser l'argent, eh bien, il faut construire des marchés. Et souvent, cette première année, elle est d'un point de vue des indicateurs, elle n'est pas exceptionnelle. En 2020, donc, qui est la première année de conventionnement mutualisé, la métropole a atteint son taux d'emploi direct. D'accord. Un premier indicateur positif et objectif. La métropole n'avait pas le taux d'emploi direct, elle avait son taux d'emploi légal, mais pas son taux d'emploi direct. Donc aujourd'hui, elle a son taux d'emploi direct après la première année de conventionnement. Évidemment, c'est toutes les actions de communication institutionnelle que nous avons toujours conduites pour la ville, dont nous avons forcément fait bénéficier la métropole, puisque maintenant, toutes les actions de communication bénéficient aux deux entités de la même manière. Il n'y a plus du tout de distinction dans les actions de communication. L'autre indicateur, c'est que les dépenses, la répartition des dépenses entre la ville et la métropole sur cette première année de conventionnement est conforme à la répartition des effectifs. D'accord. Donc, on a 30% des dépenses de la convention, la première année de la convention, qui sont pour la métropole et c'est la représentation des effectifs. Donc, c'est un indicateur assez positif. La ville n'a pas pris le dessus par rapport à la métropole en termes de représentation dans les dépenses, qui est plutôt aussi très positif. Voilà, donc je pense avoir répondu à la question. Oui, tout à fait. Et vous disiez tout à l'heure que parmi les orientations de la politique handicap, le sujet du maintien dans l'emploi ou en emploi, c'est un axe particulièrement stratégique pour la ville comme pour la métropole. Quelle est la philosophie qui guide les différentes actions qui sont conduites au titre de ce volet maintien en emploi? Le maintien en emploi, il a la jonction de ce que je disais tout à l'heure sur les deux angles d'attaque de la stratégie d'inclusion. C'est la problématique autour de la diversité non-discrimination et la problématique de prévention.
de prévention notamment de l'usure professionnelle. Donc, comme on est à la jonction des deux, la structuration stratégique en se disant notre priorité, c'est le maintien en emploi. Et pour ce faire, on doit à la fois être inclusif et à la fois neutraliser le désavantage par une modalité qui s'appelle la compensation du handicap, en faisant jouer surtout la pluridisciplinarité, puisque c'est comme ça qu'on arrive à trouver les solutions les plus pertinentes. C'est par ces deux actions, compensation, pluridisciplinarité, et qui mènent à l'inclusion et à l'équité, parce que c'est aussi très important dans les fonctions RH, ça nous permet de développer des actions les plus pertinentes possibles. Et évidemment, ça se traduit de manière concrète par des accompagnements individualisés et des accompagnements collectifs. Et dans les accompagnements collectifs, par de la communication, puisque le sujet du handicap, ce n'est pas un sujet neutre, c'est un sujet autour duquel il y a beaucoup de tabous. Et si on ne parle pas des choses, si on ne se dit pas les choses, et en collectif, l'inclusion, le report de la charge de la personne qui a un handicap va être un problème. Et si l'organisation du travail n'est pas conçue pour absorber cette charge, il va y avoir structurellement, conjoncturellement, ça va marcher, mais ensuite ça va bloquer. Donc voilà un peu les orientations de la politique handicap et la manière dont, et Mehdi a insisté lourdement sur la structuration avec les rôles des chargés de mission du conseiller maintien d'emploi, parce que justement, cette structuration stratégique au niveau d'un pilotage global intégrant les fonctions RH et pratico-pratique sur les fonctions de conseiller maintien d'emploi qui articule au sein de la commission de prévention et maintien d'emploi les actions individuelles et collectives, c'est comme ça qu'on arrive à avancer sur ce sujet-là. Et en préparant ce podcast, on avait évoqué aussi ensemble la manière finalement dont on utilisait le sujet du handicap et notamment du maintien en emploi, parce qu'il y a un historique au sein des collectivités, un peu comme un cheval de Troie pour aborder pardon, d'autres sujets qui sont liés notamment à l'égalité femmes-hommes, enfin l'égalité professionnelle de manière un peu plus générale, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots voilà, comment vous utilisez le sujet du handicap et votre historique sur le sujet du handicap pour inonder finalement d'autres thématiques RH? C'est effectivement dans les perspectives, c'est que aujourd'hui, non pas qu'on soit en avance, mais on va dire que la structuration et tout le travail qui a été mené les années précédentes, notamment par l'équipe QVT et Mehdi, ont fait qu'aujourd'hui, on a une structuration très positive du sujet handicap. Et ce sujet-là, on doit effectivement l'utiliser comme cheval de Troie en se disant qu'on doit être ouvert à toute forme de lutte contre les discriminations, toute forme de prévention des désavantages, l'égalité homme-femme, l'homophobie et j'en passe. Et donc, du coup, on doit être sur ces sujets-là et effectivement prendre l'exemple du sujet handicap en disant qu'on doit l'intégrer dans les politiques RH. Ça ne doit pas être un sujet stigmatisant où le handicap est à côté des politiques RH. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les fonctions recrutement, formation, elles doivent se monter en compétence sur ces sujets-là et driver le handicap comme les autres sujets. Et c'est vrai que si je prends un exemple concret, c'est qui est la procédure traitement des signalements dans le cadre du plan égalité homme-femme, où c'est une procédure qui va effectivement servir à arrêter pour les comportements qui ne seraient pas corrects sur l'aspect violence, harcèlement moral, harcèlement sexuel sexiste, agissement sexiste et aussi discrimination dont le handicap, mais pas que. Donc là, on a fait tout un travail qui va servir la cause générale, pas simplement le sujet du handicap, mais tout type de discrimination. Donc ça, c'est un exemple assez concret et c'est dans ce sens-là qu'on souhaite aller. Ok, merci beaucoup pour ces éléments. Alors, vous le disiez tout à l'heure, hein, au-delà de la dimension stratégique, l'axe consacré au maintien d'emploi, il se traduit de manière opérationnelle par un accompagnement collectif et individuel, et notamment un accompagnement individuel qui se veut de proximité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les modalités d'accompagnement qui sont proposées aux agents concernés par une problématique de santé? Oui, effectivement, c'était l'objet, un des objectifs, je le dis tout à l'heure, un des enjeux, c'était de passer d'une politique handicap à une politique plus globale de maintien en emploi des agents qui ont des problématiques de santé, pas seulement des agents qui sont reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi. On s'est donc doté d'une instance transversale et pluridisciplinaire qui s'appelle la commission prévention et maintien en emploi, qui se déroule une fois par mois pour la métropole et toutes les 2 semaines pour la ville. Cette commission est animée par la conseillère maintien en emploi, ça fait partie de ses missions. C'est une instance pluridisciplinaire
donc qui est composé de tous les acteurs de santé au travail du service QVT, hein, donc les médecins du travail, les psychologues du travail, les assistants sociaux du travail, la chargée de mission convention FIP aussi, mais également d'autres services de l'ARH, notamment le service santé, hein, qui fait partie de la direction santé prévention, qui lui assure la gestion statutaire des arrêts et des accidents du travail, et aussi le service LabRH qui lui accompagne les agents en mobilité contrainte pour raison de santé. Donc cette instance, durant cette instance, toutes les situations individuelles problématiques de restriction d'aptitude ou de reclassement sont évoquées. Et des plans d'action individualisés sont construits avec les acteurs. Hein. Ça permet d'avoir une désignation d'un acteur ou un plan d'acteur pour avancer sur ces questions sensibles de maintien en emploi, qui sont très complexes en fait à résoudre, hein, parce que ça prend du temps déjà. Ça nécessite tout un tas d'expertise. Et donc, cette instance permet à tous ces experts de s'entendre et de se mettre d'accord sur un plan d'accompagnement. La grande nouveauté de cette instance, c'est qu'en 2021, depuis 2021, on y aborde les questions collectives qui sont problématiques. Par exemple, le médecin du travail, lors de ses visites périodiques, se rend compte que dans un service, elle a remarqué qu'il y avait une problématique collective. Eh bien, cette problématique, elle va l'aborder en commission de prévention maintien en emploi pour que tous les acteurs, assistants sociaux, ingénieurs en prévention, les ergonomes, l'ABRH, soient informés de ces constats et qu'on puisse définir des modalités d'accompagnement, soit de l'encadrement, soit des collectifs de travail, soit des deux, ce qui permet d'intervenir le plus en amont possible, plutôt que de laisser des situations, par exemple, de risques psychosociaux s'envenimer, s'aggraver. Donc, ça permet vraiment d'être davantage dans la prévention primaire et un peu moins dans le curatif. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la conseillère maintien en fait, la ville et la métropole étant conventionnées, nous sommes prescripteurs des PASS, hein, donc des prestations d'action spécifiques. Donc, on a dans notre offre de service tous les PASS possibles du FIPHFP. On les connaît, hein, c'est nos partenaires. Donc, on déclenche des PASS pour les problématiques avec l'ARIEDA, par exemple, pour les handicaps auditifs, avec FAFLR, hein, donc la Fédération des aveugles de France pour les handicaps visuels, avec Cap Emploi, enfin, en tout cas celui qui a le label Cap Emploi, la PSH 34 pour les PASS cognitifs. Donc, on a tout un tas d'offres de services qu'on est capable de déclencher en interne en fonction de la problématique de l'agent et évidemment en lien avec le médecin du travail. Donc, ces connaissances en fait, de tous ces dispositifs nous permettent une efficacité, je dirais, sans commune mesure pour individualiser le plus possible l'accompagnement de l'agent. Et la compensation, tout à l'heure Olivier le disait, la compensation du handicap. Et puis enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, en interne, on a aussi une instance pluridisciplinaire, hein, parce que j'ai parlé de la pluridisciplinarité et transversale RH au travers de la commission de prévention maintien en emploi, mais nous avons une instance pluridisciplinaire interne au service qualité du travail qui se réunit toutes les semaines, donc tous les mardis. Et cette instance, elle permet de traiter toutes les problématiques individuelles et collectives également, mais dont le périmètre est restreint au service qualité du travail. Et ça peut aussi être une chambre de préparation des commissions prévention et maintien en emploi. Et ça permet de définir, avant d'aller en commission prévention et maintien en emploi, de définir qui peut être l'acteur qui va intervenir. Par exemple, s'il y a une étude de poste à prévoir, est-ce que ce sera plutôt la conseillère maintien en emploi ou est-ce que ce sera plutôt un ergonome de l'unité ingénierie ergonomie ou plutôt l'infirmière de santé au travail. Ok, voilà. Donc il y a plusieurs portes d'entrée qui permettent effectivement d'aboutir à une prise en charge collective et transversale par les équipes de la métropole et de la ville. Ouais, et la nouveauté depuis septembre, c'est qu'on a communiqué globalement dans les fiches de paye, tous les agents peuvent saisir la commission prévention maintien en emploi et les cadres aussi. Donc, les agents peuvent faire part de leurs problématiques. Ils envoient une fiche de saisine, en fait,
à la conseillère maintien en emploi. Et ensuite, elle l'intègre à l'ordre du jour. Et parfois, on invite les cadres à venir en commission pour évoquer une situation ou voir avec eux quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent. Est-ce qu'ils ont besoin d'un accompagnement ou simplement répondre à des questions sur des problématiques, par exemple, de mise en œuvre de restrictions médicales. Mm. Et puis, un point aussi important, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ces commissions, elles ont été bien réfléchies dans leur structuration. Elles sont aussi le fruit d'une certaine maturité et d'un historique sur le sujet du handicap au travail, et notamment dans le cadre des réflexions autour des modalités de rénovation du fonctionnement de ces commissions. Il y a aussi eu une volonté déjà, il y a eu une formation, si je ne dis pas de bêtises, des acteurs en interne, avec finalement une volonté d'appliquer des principes un peu directeurs dans la mise en œuvre en fait de l'identification et la mise en œuvre des solutions repérées collectivement. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus? Oui, alors on a effectivement formé l'ensemble des acteurs, et pas que les acteurs de la direction santé prévention qui participent à la commission prévention maintien emploi, mais aussi donc, le LabRH qui participe pour autant, mais aussi le service formation, un service qui gère tout ce qui est GPEC au sein de l'ARH. Du coup, on a fait une formation avec le docteur Jabès et avec monsieur Paré. Et en fait, on a été formé au principe notamment d'accompagnement des agents en arrêt maladie avec une notion forte de diagnostic médical, social et psychologique en amont, de la réflexion d'accompagnement et de qu'est-ce qu'on peut faire avec eux et avec les managers. Sachant qu'on a tout un projet sur ce sujet-là et qu'on va le mettre en œuvre en y associant au plus près les managers, parce qu'on doit bien articuler ça avec l'implication managériale. Donc ça, c'est sûr que ce sujet-là, c'est un projet qu'on doit, effectivement, c'est dans des perspectives qu'on a, parce que c'est au cœur, en fait, des problématiques qu'on a de désinsertion professionnelle. En fait, le sujet qu'on a, c'est vraiment de prévenir la désinsertion professionnelle, et plus on le fait tôt, et le maintien d'emploi, le succès du maintien d'emploi, c'est d'avoir le maximum de solutions le plus tôt possible. Donc, faire de la détection précoce. Donc, si on est déjà pendant l'arrêt maladie, en train de travailler avec les acteurs, de donner confiance, de faire le lien ensuite avec les managers, c'est sûr qu'on aura des résultats encore plus qualitatifs. Aujourd'hui, on a une structuration sur le maintien d'emploi globalement, mais on n'est pas allé assez loin par rapport aux agents en arrêt maladie. Donc ça, c'est vraiment dans nos perspectives. Ensuite, on en a évidemment d'autres. Il y a le tutorat, on doit structurer encore le tutorat et il y a tout un projet là-dessus. Et puis, on l'a dit, c'est toujours lié, parce que Mehdi a donné un bon exemple sur l'aspect plus global lié à l'organisation du travail, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'accompagnement individuel, ça doit mener à une réflexion sur l'organisation du travail. Les risques psychosociaux, la plupart des risques psychosociaux, c'est lié à l'organisation du travail, donc c'est comment on fait le lien entre l'individuel et le collectif. C'est pour ça que cette clé d'entrée ou cette porte d'entrée de la commission prévention maintien d'emploi est très importante. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup communiqué dessus et on commence à avoir pas mal de résultats et de managers et d'agents qui nous saisissent sur ce dispositif-là. Et ça prouve qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Donc voilà un peu le point. Et c'est vrai qu'on aura un forum. Donc notre idée ensuite, c'est de faire un forum sur le maintien d'emploi à partir des indications, des précisions du docteur Jabès et de M. Paré, et d'animer ça avec les managers pour en faire un vrai sujet collectif qui lie en fait les sujets du handicap avec le sujet de prévention et de lutte contre les discriminations. Ouais, c'est très intéressant de partager ces bonnes pratiques parce qu'on a quand même beaucoup d'employeurs aujourd'hui qui mettent en place justement des commissions de maintien en emploi, ou en tout cas la terminologie peut varier. Parfois, c'est surtout un espace en fait de dialogue et d'échange autour des situations individuelles, mais je trouve que l'exemple que vous mettez en exergue permet en fait d'aller un peu un cran plus loin en réfléchissant à la manière dont cette commission est structurée, dont elle fonctionne, les principes directeurs aussi qui guident derrière l'action d'accompagnement des agents. Et puisque vous évoquez tout à l'heure la place des cadres notamment, les possibilités de saisine par les agents eux-mêmes, enfin, voilà, je trouve que ça donne quand même beaucoup à réfléchir pour des outils qui sont assez communs finalement aux employeurs publics, mais qui peuvent effectivement monter un petit peu en structuration et en gamme. Donc merci beaucoup pour ces éléments et ce retour d'expérience. Un petit crochet par l'actualité. Les années 2020 et 2021 et maintenant 2022 aussi ont été particulièrement impactées par la Covid-19. Quel est l'impact de votre point de vue de la crise sanitaire sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap?
Alors, la gestion de la crise sanitaire a eu un impact majeur hein, sur le pilotage de la convention FPHFP. C'est une évidence, compte tenu de la mobilisation du service qualité de vie au travail sur la question de la gestion de la crise, de la mise en place de protocoles, des notes de service à produire, les cellules de crise qui nécessitent des actions derrière. Forcément, ça a eu un impact sur le pilotage du dispositif. Ceci dit, les indicateurs sont pas, les indicateurs en tout cas d'exécution financière en 2020 sont pas du tout catastrophiques. Ils sont nettement inférieurs à ce qu'on a pu connaître lorsque la ville était conventionnée. Mais c'est vrai que cette année 2020, avec les confinements successifs, par exemple, on a eu beaucoup d'agents qui étaient en situation de handicap qui ne sont pas venus travailler. Donc, on a eu moins de dépenses sur le transport, on a eu moins de dépenses sur l'interprétariat en langue des signes, on a eu moins d'aménagement de postes, en tout cas moins de demandes et d'interventions dans le cadre d'aménagement de postes, hein, puisque 2020 était quand même une année où on n'a eu pas de nombreux mois de confinement. Donc, les indicateurs financiers sont nettement moins bons que ceux de la ville lorsqu'elle était seule et lorsqu'il n'y avait pas la crise. Ceci dit, je l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas catastrophiques puisque le taux d'emploi direct est atteint pour la métropole et le taux de dépense de la métropole correspond à sa représentation par rapport aux effectifs. Donc, il faut nuancer, le nuancer, mais il faut quand même se dire la vérité. Le Covid a eu un impact majeur sur le pilotage. On n'a pas pu mettre en place, par exemple, les actions de communication type forum ont été bloquées par la gestion de la crise sanitaire parce qu'on ne pouvait pas simplement faire une visio. On ne peut pas faire des visios pour remplacer à chaque fois des rendez-vous en présentiel. Oui, donc par définition, toutes les actions qui sont traditionnellement organisées au travers du présentiel ont été impactées par cette crise sanitaire. Est-ce que vous avez aussi observé finalement une évolution des besoins et des demandes des agents sur le sujet du handicap? Pardon. Ouais, moi, je voulais juste dire, Camille, il y avait un impact positif du Covid. C'est qu'on a mis le sujet de la santé au cœur du réacteur de la fonction publique, c'est-à-dire et des entreprises. C'est-à-dire qu'avant, la santé et les enjeux de prévention, ça n'arrivait que quand il y avait un problème, puisqu'on est une culture où le préventif, on est plutôt dans le curatif et pas tellement dans le préventif. Donc, par rapport à notre sujet, le Covid, et par rapport aux enjeux de prévention, c'est vrai que du coup, on a aussi alors, ça a demandé beaucoup de travail, mais il a dit, d'articulation, parce que c'était un sujet où ça a demandé beaucoup d'adaptation, à la fois au service santé, au service QVT, mais en même temps, ça nous a fait mieux connaître et mettre au cœur le sujet de la santé, dont le handicap. Donc, je pense que si les chiffres ne sont pas si mauvais que ça dans ce contexte-là, c'est aussi peut-être pour ça. C'est une explication, hein, il faudrait pouvoir le justifier. Mais voilà, et du coup, pour moi, c'est vraiment un enjeu qui fait qu'aujourd'hui, parce que le sujet autour du handicap, c'est quand même le sujet de la communication et des représentations sur le handicap et des représentations à combattre. Donc, du coup, le fait qu'il y ait eu ce focus sur, alors certes, une maladie particulière, infection, etc., mais qui a du coup donné un coup de boost sur l'ensemble de la problématique prévention. Et nous, on le voit parce qu'aujourd'hui, on a peut-être une écoute sur ces sujets-là plus forte par rapport à certaines directions. Et on a eu une métropole et une ville très impliquées sur ce sujet-là, avec beaucoup de moyens pour faire face à ce sujet du Covid. Et c'est vrai que ça prouve bien la volonté que la collectivité a eue sur ce sujet. Oui, et puis j'imagine que ça a eu un impact aussi positif sur les organisations du travail en apportant une très grosse flexibilité finalement qui était requise par la situation et la nécessité effectivement de trouver des organisations un peu plus souples dans certains cas de figure pour justement répondre aux enjeux liés à la crise sanitaire. Tout à fait. Le télétravail est l'exemple Par exemple. typique qui a fait qu'on on devait mettre en place le télétravail et ça a été bousculé par le Covid, ce qui a permis d'avoir une pratique beaucoup plus généralisée du télétravail. On avait déjà cette pratique pour les personnes en situation de handicap, mais du coup, ça a été généralisé et aujourd'hui, c'est plus une question de culture, enfin, c'est acculturé.
alors qu'il y a 2 ans, c'était un gros sujet au sein de la collectivité et pas que au sein de notre collectivité, hein, dans les entreprises, etc. Donc, c'est vrai que alors, ça a demandé, vous l'avez bien dit, hein, beaucoup d'adaptation. Et c'est vrai que cette adaptation-là, elle a été à la fois fatigante, parce qu'il faut aussi se dire les choses, mais en même temps productive et dans les modes, dans la conciliation vie privée et vie professionnelle, puisque c'est aussi un sujet qualité de vie au travail, et ce qui vaut aussi pour les personnes en situation de handicap et pas que, ça a permis de booster aussi ce sujet-là. Donc, c'est intéressant dans ce cadre-là. Une dernière question pour ce podcast. Quelles sont les perspectives à venir? Quels sont les travaux, les actions qui sont un petit peu dans les tuyaux, les projets que vous souhaitez conduire dans les mois et les années à venir? On a tout le volet, on est en train de structurer le volet avec la nouvelle DRH, Blandine Fortin, la politique santé-prévention. Donc, du coup, pour nous, le handicap, c'est un des sujets qui est inclus dans cette politique santé-prévention. La priorité, quand même, elle est toujours, et elle sera toujours en termes de prévention sur le côté primaire. On a vu les impacts entre l'individuel et le collectif, l'organisation du travail. Donc, si on n'est pas sur ces sujets-là, notamment sur l'aspect organisation du travail, mais aussi sur l'ergonomie de conception, pour limiter et pour avoir des matériels les moins lourds possibles et ergonomiques pour pouvoir produire le moins possible d'usure professionnelle, c'est sûr qu'on va à terme générer d'autres situations de handicap. Donc, je résume, mais c'est notre priorité et c'est ce qui diffuse en fait notre politique. Et ensuite, on a cette politique d'inclusion dont je parlais, où là, on a commencé par la procédure de traitement des signalements et on va aller beaucoup plus loin sur les accompagnements collectifs des situations de souffrance au travail, ou d'accompagnement des situations de conflit. On doit se structurer, sachant qu'on a un sujet avec Mehdi sur tout ce qui est prévention des agressivités aussi, inclut la gestion des traumatismes, etc. Donc, on a tout un pan, je brosse large, hein, tout un pan d'actions qui sont liées à la santé et liées à un meilleur accompagnement des personnes qui ont des problématiques de santé. L'un des chantiers, juste pour compléter le propos d'Olivier, parce que c'est en plus un chantier qui est récent, donc qu'on commence à déployer, c'est le tutorat pour les agents qui sont en reclassement, par exemple, en PPR. Donc, c'est à l'image de ce qu'on connaît aujourd'hui pour les apprentis. On souhaite déployer la fonction de tutorat pour tous les agents qui sont intégrés dans les services et en reconversion professionnelle, y compris même pour les agents nouvellement recrutés qui présenteraient par exemple des problématiques de santé, avoir un tutorat qui soit reconnu à la fois par des modalités financières, donc on essaie de voir les modalités d'intégration dans le RIFSEP, mais également une valorisation par l'institution au travers de, je sais pas moi, l'entretien professionnel, la création d'une fiche, d'une lettre de mission par exemple, l'intégration d'un réseau de tuteurs. Voilà, ça c'est un chantier qui, je pense, sera important en 2022 dans le cadre de ce qui nous conduit aujourd'hui, c'est-à-dire pour nous la convention avec le FPHFP. Ce sera sûrement une action à valoriser dans le futur. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, c'est très clair. Merci à vous deux pour le temps que vous nous avez accordé. Merci et puis à vous. pour les échanges riches conduits au cours de ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast sur le site du Handipact Occitanie. À très bientôt.